Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va faire le point sur les UT un petit peu plus court terme, donc intraday, tout ça, tout ça. Je suis un petit peu limité par le temps ce matin, ce qui fait que je pourrais peut-être pas nécessairement faire ce que je souhaiterais, mais on va essayer de faire quand même le minimum syndical pour répondre aux besoins. Donc, par rapport à tout ce qui va être le S&P 500, je vais très vite à la conclusion. En termes de gestion à faible risque, ici, on revient jusqu'à preuve du contraire. Bon, sur le double top, on est un peu à la frontière de ce qui est faisable ou pas. Mais dans cet environnement-là, évidemment, partons du principe que nous sommes à proximité aujourd'hui des contextes mensuels. D'accord. C'est donc, normalement, il faudrait faire un nouveau plus haut. C'est-à-dire, encore une fois, sur le double top, on l'a dit, c'est pas vraiment la zone favorable pour mettre en place des stratégies spéculatives, en tout cas sur ces gros time frames. Mais en attendant, ça nous a fait shifter notre time frame. Je rappelle que jusque-là, on exploitait surtout des rebonds sur les UT hebdomadaires, n'ayant pas la possibilité de l'exploiter sur le mensuel, puisque ces contextes étaient beaucoup plus bas. Donc, on l'avait dit, c'était en horaire, on l'avait vu en plus, du coup ça jouait un peu entre l'horaire et le 4 heures avec ce gros brouillon de volatilité spéculative et les alertes répétées qu'on avait sur le 4 heures. Bon, aujourd'hui, c'est clairement le mensuel. On l'a vu, l'hebdomadaire a démondé la troisième borne de range, etc. Je pense qu'on est revenu sur le mensuel. Même si, là encore, il faut se mettre tous d'accord, la zone spéculative mensuelle se trouve un petit peu plus haut. Raison pour laquelle on va shifter aujourd'hui et depuis la nouvelle année, donc depuis ce nouveau contexte mensuel, sur un biais de lecture mensuel de gestion à faible risque, puisqu'ici les contextes sont certes toujours un peu disjoints au niveau des supports, mais au niveau des résistances, ça va. Par contre, évidemment, ce contexte se situe à 4974. On est quand même encore à 200 points sur le S&P de cette zone-là. Donc, tout prendre avec des pincettes. Quand on va nous travailler ça sur les UT de plus court terme, il s'agit de comprendre qu'en soi, pour nous, la zone optimale de travail dans laquelle on rechercherait des flux vendeurs se situe là-haut. D'accord. Donc en soi, il faut vraiment faire attention, c'est de dire notre zone spéculative pour l'année entière, hein, puisque, je vous rappelle, en contexte mensuel, on a des boîtes tous les 12 mois. Donc cette année, notre boîte de gestion spéculative, alors sur le S&P, comme je l'avais dit, pourquoi il passe de S&P à US 500, on a dit on prend les CFD pour avoir les cotations overnight quand on fait de l'intraday. En revanche, sur le long terme, il vaut mieux prendre l'indice spot, c'est là où s'extrapole réellement la valeur. Donc on va aller le faire et on le gardera tel quel jusqu'à la fin de l'année. Hop, on peut mettre ici à la limite les labels. Hop, qui nous donne 4985 et 5393 pour nos deux zones. 4985, 5993. 4985. 985 et 5993. Non, c'était pas ça, mais c'est pas grave. Mince. Tac, je vais revérifier. 5393. Voilà. Donc, du calme, cher ami. 5393. Et ce sera jusqu'à la fin de l'année. Ce qui nous amène jusqu'à ici. Ok. Donc, ça sera notre zone spéculative sur l'année à exploiter donc sur cette unité de temps en 4 heures. Ok, donc normalement, on est supposé, comme d'habitude, pour faire des gestions de flux, rentrer dans la zone, attendre un premier flux baissier, etc. etc. D'accord. Raison pour laquelle, pour l'instant, étant proche de la zone, bon, comme j'ai dit, c'est tout sauf intelligent de se mettre à l'achat ici, c'est un petit peu prématuré de se mettre à la vente. Les seules stratégies vendeuses que vous pouvez pour l'instant mettre en place sur ces UT de flux sont tout au mieux des couvertures de portefeuille acheteurs, mais clairement pour ma part, à ce stade-là, ce n'est pas du tout ce que je fais. Avec mes ventes sur le S&P 500, ce n'est pas l'exploitation de flux vendeurs. Donc jusqu'à nouvel ordre sur le S&P, on bascule sur une UT 4 heures, il va nous falloir attendre peut-être plusieurs semaines, voire mois, que les prix rentrent dans cette zone, il va nous falloir attendre derrière une réaction baissière qui va renverser les contextes et amener notre moyenne sous le contexte acheteur, sous le contexte vendeur. Dans ce cas-là, d'accord, on pourra statuer du démarrage d'un premier flux et il nous faudra attendre, après une troisième borne, le rebond vers la moyenne ou la borne de volatilité.
Donc, j'espère que vous comprenez que pour l'instant, il n'y aura probablement pas de stratégie de flux à exploiter sur le S&P 500 avant peut-être plusieurs mois, voire trimestres. Donc, je préfère rester très très sain et simple avec vous. La seule chose qu'on va pouvoir exploiter pour l'instant, c'est la volatilité en 4 heures. C'est-à-dire, comme on l'avait vu, pour ceux qui veulent exploiter sur les stratégies de flux, pour ma part, ça se fera sous ce prisme de la volatilité. C'est-à-dire, on attend gentiment sur cette UT de référence 4 heures, d'accord, d'avoir des stratégies où on a écartement de la volatilité, c'est-à-dire la borne haute et la borne basse qui s'ouvrent et où les prix qui se déplacent vers une nouvelle zone et on frappe derrière. Par exemple, là, là, vous voyez, ça frappe plus ou moins bien pour l'instant. Bon, là, j'ai envie de dire, c'est quand même assez brouillon. Ce matin, on est déjà sur des bornes basses. Vont-elles réagir pour aller frapper la borne haute? J'aurais tout à penser que c'est assez probablement le cas. Mais c'est tout ce que j'exploiterai, moi, pour ma part, pour l'instant, sur la partie S&P 500. Frapper de la borne de volatilité, écart type 2,5 sur UT de référence 4 heures. Ça veut dire, encore une fois, attention, il n'y a pas des trades tous les jours. Clairement pas sur le S&P en ce moment. Voilà, c'était simplement pour passer là-dessus rapidement. Sur la partie cryptocurrency, là on est plutôt donc toujours pareil dans ces environnements où on est déjà en 4 heures, on a toujours été ici. On fait attention, on est dans cours de deuxième flux, on a éventuellement un repli qui pourrait faire contexte à contexte sur la partie Bitcoin. Si tel était le cas, attention au risque de troisième borne en retard. Maintenant, le risque de la troisième borne en retard nécessitera la cassure du point bas. Et vous rappelez, on y reviendra toujours. C'est-à-dire que si on fait une troisième borne en retard, on reviendra probablement la chercher derrière. Ok? Donc on reste toujours, pour ma part, de dire si troisième borne y a, ce sera un rejet vers la zone des 46 000 $ sur Bitcoin. L'avantage, c'est que pour l'instant, on n'en sait rien, puisque, donc, comme je vous dis, le contexte n'est toujours pas retourné ni quoi que ce soit. Donc, deux choses. Soit on retourne ce contexte, on remonte faire la troisième borne, on take profit. Soit on vient toucher ce contexte, on ne le renverse pas. Dans ce cas-là, ce sera un risque de troisième borne potentiel. Attention, risque ne veut pas dire ici, je m'en vais, c'est fini. On peut tout à fait, encore une fois, vous latéraliser et oups, ah merde, ça relance. Donc attention, toujours pareil, les troisièmes bornes en retard ne sont validées que lorsqu'on casse le creux précédent. Et tout ce qui se passe entre les deux ici, c'est du risque. Et on peut tout à fait repartir et faire un nouveau sommet. Dans ce cas-là, comme je vous dis, on sera dans ce schéma où la troisième borne ne tenant pas, on relance sur le coup précédent. Ça, vous l'avez vu sur le S&P l'année dernière, ça s'est produit et ça peut tout à fait se produire. Donc attention encore une fois à ces biais spéculatifs. Sur ces zones-là, les troisièmes bornes peuvent tout à fait se faire squeezer. C'est le signe de la volonté du marché d'aller plus haut. Mais nous, évidemment, en termes de flux, comme on l'a dit, on doit gérer les risques tels qu'ils nous sont présentés, pas chercher à vendre tout en haut et acheter tout en bas. Donc attention, si on touche le contexte, pour moi, il y aura une gestion du risque à faire vers la zone des 46 000 pour ceux qui sont sur du Bitcoin. Ça vaut, pour ma part, sur Ethereum, où là, évidemment, la structure est complètement différente. On avait ici fait d'ailleurs le contexte à contexte, on avait dit attention à la troisième borne si jamais elle vient casser. Bon ben voilà, ici vous avez un très bel exemple où concrètement on aurait pu éventuellement faire une troisième borne en retard. On avait d'ailleurs des signaux qui n'étaient pas totalement très enjoliveurs à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, on fait un nouveau plus haut. Donc encore une fois, là pour l'instant sur Ethereum, il faudrait une rechute vers les 2200 points. Attention, ces niveaux montent chaque semaine. Donc chaque semaine on met à jour. Dès qu'on atteint le contexte ici, ça a été le cas pour Bitcoin. Beaucoup tendent à penser d'ailleurs que les deux sont liés, et je vous avais dit pas vraiment, il y a une vraie bataille de force relative entre ces deux-là pour l'instant. Donc on fait attention, voilà, la sous-performance que certains réfutaient à Ethereum, évidemment maintenant se traduit par une surperformance. Donc on fait attention, c'est toujours pareil, ça c'est les jeux à débiles. Dans les flux, on ne prend pas en compte, jamais on parlera de ces forces relatives dans les flux. On en choisit un, ou on fait les deux, on s'en fout. Mais on traite ce qu'on voit et on essaie de rester relativement concis dans le nombre des trucs qu'on met en place dans sa lecture, d'accord. On essaie de ne pas utiliser tous les machins qui sont baladés sur Internet, et je ne parle pas des influenceurs en plus de ça. Voilà, ok, donc pour la partie Bitcoin, crypto, etc., ou Ethereum, comme vous le sentez, mais pour l'instant, le deuxième flux est en cours, il n'y a aucune raison réelle de s'inquiéter de quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas au moins des replis. S'il y a des replis derrière, on aura des rebonds vers les troisièmes bornes. Et dans le cas hypothétique où on partirait en ligne droite au sud, façon permabère, encore une fois, ça peut arriver, c'est peu probable, et vous n'en avez rien à foutre. Au pire, vos stops sont à break-even, vous perdrez des gains, et vous ne devez en aucun cas transiger ces règles, sinon vous transigerez vos règles tout le temps. Là, vos règles, elles sont dans ces contextes-là, j'aurai normalement un rebond, je fais donc abstraction du reste. Tout est possible, mais beaucoup de choses sont très peu probables. Et vous devez donc constituer vos
biais statistique de cette façon-là. Ok? Et donc pas d'influenceur, pas d'autres machins dans l'équation. Sinon, bah, vous simplement vous réintroduisez du doute, alors que le but d'une stratégie, c'est de réduire ce doute à une légitimité statistique. Encore une fois, on ne fait pas du forecast de futur, je ne le dirai jamais assez, je ne connais pas plus l'avenir que n'importe qui. C'est juste de dire, moi j'utilise des règles qui ne me laissent que très peu de choix personnels dans la stratégie. Et après, je laisse le marché décider. Ok. What else? Alors, sur les parties Como, pareil, on est sur des flux relativement longs. Mais donc, pareil, hein, ici, on est en UT 4 heures. Si vous voulez faire quoi que ce soit, pour ma part, il ne reste là encore qu'à trader la volatilité sur ces trucs-là. Ok? Sinon, donc, comme on l'avait dit dans le brief annuel, on peut toujours exploiter la seconde méthodologie. Hein, donc, vous dites, sous un prisme de lecture flux, bah, concrètement, on est dans les flux 4 heures. Sur l'aspect S&P 500, on attend encore que les prix montent un peu plus haut pour éventuellement exploiter des flux vendeurs. Pour l'instant, on a ces flux qui se sont construits en horaire et ou en 4 heures. Ils sont plutôt matures aujourd'hui. On attend eux aussi leur troisième borne. Pour l'instant, on attend toujours des poursuites haussières tant qu'il n'y a pas eu de fin de ces flux. Et ça vaut en soi pour les cryptos comme sur les marchés traditionnels. Maintenant, les deux sont sur les mêmes time frames de référence depuis qu'on a réatteint le sommet du S&P 500. Les Como, bon, on n'en parle pas ici. Et on va faire une petite deuxième partie ici, comme je vous dis, sous le prisme de lecture des ranges. D'accord? C'est-à-dire là, on oublie tout ce qui est flux, etc. On va juste essayer de trouver des time frames de range en intraday. Comme j'avais dit, le mieux ici, c'est vraiment d'utiliser le dashboard. Comme ça va très très vite. Si vous voulez le faire sur Ethereum, bon, on l'a bien compris, ça va se faire probablement en mensuel, éventuellement en daily, hein, pas en hebdomadaire, puisqu'ici, on sera à l'intérieur du range en mensuel. On a aussi possibilité de l'exploiter en 3 minutes. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, ce sont les time frames que vous avez. Nous, comme on traite que l'intraday, c'est-à-dire en dessous du daily, concrètement sur Ethereum aujourd'hui, pas vraiment d'intérêt à faire de la spéculation sur des ranges. Ce sera probablement plus le cas sur Bitcoin. On va voir ici, la structure est légèrement différente. Voilà, donc ici, sans problème, je pense qu'il y a des ranges à exploiter en horaire sur Bitcoin si vous voulez faire de la borne nœud ou de la troisième borne. Hein. Évidemment, je vous laisse juger de vos environnements. Ici, c'est très très simple. Hein. Pour ma part, les stratégies de range étant les plus simples à exploiter, c'est celle-là qu'il faudrait mieux le faire. Donc ici, vous allez voir très vite, on sait que la moyenne est déjà à l'intérieur des contextes. On voit que les derniers flux se sont produits ici, enfin les derniers mouvements tendanciels se sont produits ici. On cherche le point haut, ok, c'est là, donc on met ses fibos entre là et le point bas qui a été fait, et on applique des stratégies nœuds. Voilà. Comme ici, en l'occurrence, on a été précédé d'une tendance, on aura normalement une troisième borne qui devrait se former. Voilà, vous savez tout. Donc si ça remonte là, c'est une vente. Ici, on peut exploiter éventuellement les replis nœuds ou bornes nœuds. Donc théoriquement, ici, vous savez que si on va à 41, vous pouvez acheter. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la partie Bitcoin, à répliquer évidemment sur toutes les autres. Si vous voulez le faire sur le S&P 500, bah ici, même chose, exploitation des ranges, vous cherchez les time frames sur lesquels vous pouvez faire ça. Clairement, c'est en horaire, donc ici, il n'y a pas trop de problèmes à se poser. Pareil, flux, rebond, la troisième borne est ici, elle est en double top, elle est très chiante à trader, mais en attendant, vous pouvez mettre vos fibos entre le bottom et le sommet, et exploiter tout ce que vous avez comme trade nœud. Voilà. Ok, donc vous voyez, donc d'un côté il y a la partie flux, il faut séquencer, c'est pas nécessairement plus facile, mais on peut exploiter des directionnels, on peut laisser filer des positions, et d'un autre côté vous avez le truc, je pose le cerveau, je cherche juste les environnements où il y a des ranges, je les traite bêtement et méchamment, et vous verrez encore une fois que les deux fonctionnent très bien. En tout cas, on l'avait dit, ce sera l'objectif de cette année. Je suis désolé, je suis un peu pressé par le temps, donc je vais vous laisser là-dessus, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.